pour compléter ou pour faire suite au rapport annuel, et puis un peu pour se mettre dans l'ambiance du congrès, dont le thème, c'est « Produire, nourrir ici et maintenant ». Puis dans tout ce dont on entend parler sur l'alimentation, tous les experts qui proposent des régimes qui ont tous plus ou moins des valeurs nutritives, mais aussi peuvent comporter certains dangers pour la santé. On s'est dit que ce serait intéressant d'avoir Madame le docteur Julie Saint-Pierre pour nous parler de ça. Parce que produire, c'est devenu de plus en plus compliqué avec toutes les attentes sociétales qu'on a. Nourrir, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on doit manger pour s'assurer d'être en santé. Et ça se passe ici et maintenant. Pas pire, ça, hein? J'ai fait pas mal de bons... j'ai tout mis dans la même phrase, là. Alors, on a pensé à Mme Saint-Pierre. Je vais vous présenter Mme Saint-Pierre. Je vais vous détailler un petit peu son parcours. Alors, elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en physiologie et endocrinologie de l'Université Laval et d'un diplôme post-MD en pédiatrie de l'Université Laval également. Elle est directrice du Centre d'excellence en obésité infantile, Fondation des Étoiles. Elle est également la présidente du réseau Action en santé cardiovasculaire qui lutte contre la prévalence élevée de l'obésité chez les jeunes à la clinique 180 de Montréal. L'expertise du docteur Saint-Pierre porte essentiellement sur l'obésité et la prise en charge des enfants et des adolescents à risque de maladies cardiovasculaires. Elle a également été la présidente des communications pour le Conseil international des saines habitudes de vie et de la santé cardiovasculaire à l'American Heart Association, qui lui a octroyé le titre honorifique de Fellow de l'American Heart Association, reconnaissant l'ensemble de ses contributions à la recherche sur le plan international de 2008. Depuis 2016, elle siège au Conseil scientifique canadien d'orientation de la mission des politiques gouvernementales de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Alors, et en plus, Mme Saint-Pierre, malgré certaines limitations, on m'a dit ce matin qu'elle avait subi une opération à une épaule, mais elle est avec nous quand même, ça vient tout juste d'arriver, puis elle a tenu à être avec nous, elle n'a pas reporté ou cancellé sa participation, c'est d'autant plus apprécié par nous, donc qu'elle se soit déplacée. Alors, j'inviterai la docteure Julie Saint-Pierre. Merci pour cet accueil exhaustif un peu, mais bon, en fait, je me présente Julie Saint-Pierre de Jonquière, qui habite maintenant à Montréal, mais originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je crois que j'ai la bonne télécommande. Voilà. Alors, quelles sont mes divulgations? D'abord, je ne suis pas nutritionniste. Je suis médecin et chercheur. Je traite des enfants très malades. OK? Donc, je sais qu'il y a un débat au Québec en ce moment sur la possibilité que l'obésité soit une maladie ou non. Moi, mes patients, à la Clinique de Montréal, des centaines de patients ont un foie gras, font du diabète de personnes âgées, ont des problèmes de cholestérol, souffrent d'hypertension. Donc, ils sont malades. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de miracle, en fait, à leur proposer. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur enseigne de meilleures habitudes de vie à eux et à leur famille, selon les meilleures normes, celles de l'Organisation mondiale de la santé. Mon approche, elle est fondée sur des évidences scientifiques. Donc, tout ce qu'on fait, c'est basé sur à la fois le Conseil scientifique américain, sur lequel je siège et pour lequel nous avons fait des recommandations au Congrès américain en 2009-2010 pour Mme Obama, le Let's Move. Donc, c'est basé à la fois sur ça. Je n'ai pas eu votre chance de la rencontrer. Donc, mais voilà. Donc, notre pratique médicale, elle est participative, elle est intersectorielle, elle est interdisciplinaire. Donc, merci beaucoup de m'inviter avec vous aujourd'hui. J'ai un gros biais. Je viens du Lac-Saint-Jean en partie. On a eu des vaches laitières dans la famille. On produit du bleuet biologique depuis 1 an.
tout un contrat, du miel, du grain, du canola puis de la camerise. Je reçois un support de Saputo, mais depuis 2013, en fait, pour ce projet-là sociétal, parce que c'est une des seules maladies pédiatriques au Québec qui n'est pas financée par le système de la santé. Donc, on le fait à l'aide de dons corporatifs, dont Saputo qui est avec nous depuis le début de cette aventure. Mais retenez que cela ne paye pas des médecins, mais bien des traitements aux jeunes et que moi, je suis 100% bénévole dans ce travail-là. Alors, l'obésité, elle est en hausse au Québec chez les jeunes et leurs parents. Un adulte sur 2 souffre d'embonpoint, 1 sur 3 chez les enfants. C'est la première génération au Canada. En fait, c'est l'OCDE qui nous a appris ça cet automne, au mois d'octobre, dont l'espérance de vie va commencer à diminuer. On s'est battu pendant des années pour la faire monter. Bien, maintenant, nos jeunes vont avoir 3 ans de moins d'espérance de vie en raison de cette épidémie. Les consommateurs sont bien sûr influencés par le marketing, puis c'est important. Ça peut servir à tous. Le commerce du sucre, du gras, du sel et notre mode de vie plus sédentaire, puis on va y revenir, bien sûr, sont responsables de l'épidémie de santé publique. La prévention, elle débute dans notre assiette. Bien sûr que c'est important de faire du sport, bien sûr que c'est important de dormir, bien sûr c'est important également de réduire les écrans chez nos jeunes. Mais à la base, quand un enfant souffre d'obésité, 90% du problème est dans son assiette. Donc, chaque dollar investi en prévention de l'obésité, l'OCDE nous a également appris ça cette année, rapporte 6 $ en santé au bout de 5 ans. Votre 6 $ comme au Danemark, là, je viens de vous le trouver. Qu'on peut réinvestir, puis être capable d'offrir, avoir une meilleure offre alimentaire, entre autres, pour nos jeunes. Actuellement, on paye tous ici 3 milliards au Québec en complications de l'obésité. Au Canada, c'est 30 milliards selon la Fondation des maladies du cœur et ce sera 50 milliards dans 10 ans. Donc, on n'a pas fini de s'endetter. Ça devient donc, bien se nourrir en 2020, ça devient donc une préoccupation individuelle, culturelle, médicale, politique, économique, bref, sociétale, qui est tout à fait légitime. La tendance, elle est mondialisée parce qu'on doit savoir également que tous les pays du monde sont affectés par l'épidémie. Et entre autres, pour nos amis qui nous visitent ce matin, c'est l'Afrique qui est la plus touchée à l'heure actuelle dans la hausse d'obésité, ainsi que l'Amérique du Nord, bien sûr. Bien se nourrir en 2020, ça apporte aussi des défis d'offrir une diversité de choix qui va plaire à tous. L'information alimentaire, elle est dispersée, biaisée, fragmentée. C'est ce que l'administration Trump, selon moi, va laisser de plus marquant, un paquet de fake news qui se promènent, puis que les gens vont prendre pour du cash. Donc, ça devient difficile de faire des choix éclairés. Et puis, vous l'avez dit en guise d'introduction ce matin, bien, les valeurs de notre société changent graduellement. Alors, cette diapositive, ce n'est pas moi, bien sûr, qui l'a fabriquée, mais elle n'est pas là non plus pour vous provoquer, elle est là pour que vous vous souveniez que la crise de santé publique que l'on vit à l'heure actuelle, elle provient en grande partie de la consommation de glucides et de sucres liquides que nos enfants ingurgitent. Donc, bref, elle vient en grande partie des produits transformés. Lorsqu'on rédige des guides canadiens, c'est sûr que c'est important qu'il y ait une objectivité scientifique, des données robustes, qu'on n'ait pas de biais commerciaux et politiques. En 2016, j'ai participé, comme beaucoup de Québécois ou Canadiens, à envoyer à la ministre à l'époque des recommandations pour le nouveau guide alimentaire canadien. On était nombreux. On n'a pas tous été écoutés. Et bref, mon opinion personnelle, c'est qu'un guide alimentaire devrait se faire par une institution complètement indépendante du gouvernement. Si
Il n'y a pas de place pour le commerce, il n'y a pas de place non plus pour le politique, qui ont des visions à très court terme de 4 ans. Donc, voilà le résultat que vous connaissez tous, qui nous a tous inquiétés. Même nous, on n'a pas eu accès à l'information finale, à l'image finale que nous avons tous reçue en février, je crois, quand la ministre Petitpas est venue au marché Jean Talon présenter. Je n'ai pas été invitée, moi non plus, à aller à la présentation du guide alimentaire canadien. Est-ce que je suis satisfaite du nouveau guide? Oui. Est-ce que je suis satisfaite de l'image? Non. Pourquoi je suis satisfaite? Parce que quand on lit chacune des sous-sections du guide alimentaire canadien, mon but aujourd'hui, c'est de vous réassurer. C'est d'arriver avec des réponses à vos questions, à vos inquiétudes, que lorsqu'on va dans les détails du site de Santé Canada, on trouve des réponses. Bien sûr, l'image peut être difficile à accepter avec les changements qu'elle comporte parce qu'elle ne représente pas tout à fait tout ce qui peut être écrit à l'intérieur du guide. Le guide, malheureusement, il est déjà désuet. Il est désuet depuis 2017. Il a été présenté en 2019. Un guide, là, c'est 10 ans en retard sur la science, en moyenne. Il y a une équipe canadienne qui, quelques mois avant la fin des consultations, une grande équipe canadienne, Salim Youssouf, en Ontario, en fait, un grand chercheur nobelisable dans les prochaines années, celui qui est l'auteur, en fait, qui a mondialement publicisé la grande nouvelle, l'étude InterArt, que les fruits et les légumes, c'était bon pour la santé cardiovasculaire, ça vient de lui. Dans l'étude pure, en 2017, ils ont comparé à travers 18... Il ne faut pas que je bouge mon épaule trop. Il y a des réflexes qui viennent tout seuls. Alors, ils ont comparé à travers 18 pays la façon de manger. Puis leur but, à eux, c'était de comparer l'effet des gras versus la grande quantité de glucides, produits transformés dans les alimentations modernes. Ils ont fait un contrôle scientifique très important pour la variabilité au niveau de l'accessibilité des aliments à travers le monde. Et c'est une équipe en épidémiologie qui produit des données qui sont robustes, qu'on ne peut pas pratiquement critiquer d'un point de vue scientifique. Exemple de tout biais commercial. Qu'est-ce qu'ils ont conclu? C'est que la consommation des glucides est associée à un risque accru de mortalité de toute cause. Alors que la consommation de tous les gras, ils ont étudié chacune des formes de gras, est associée à un risque moindre de mortalité de toute cause et tout particulièrement d'accident vasculo-cérébral. Donc, la consommation de gras, en plus, n'augmente pas dans cette étude le risque cardiaque. Il n'y a pas de réaction? On est bouche bée. Hein? Comment ça se fait qu'on n'a pas retardé la publication du Guide alimentaire canadien pour vous parler de ça? Je ne sais pas quoi vous dire. Une des études les plus importantes jamais publiées mondialement, 2 Québécois faisaient partie de cette étude-là. Je ne sais pas quoi vous dire. Encore une fois. Moi, c'est ça que j'aurais aimé que le gouvernement du Canada vous propose. Une pyramide. Une pyramide facile où est-ce qu'on voit différentes composantes. C'est peut-être petit un peu, hein, mais on arrive à voir quand même. Donc, si vous regardez bien, il y a des choses qu'on peut consommer. Oups. Il y a des choses qu'on peut consommer à tous les repas. Il y a des choses qu'on peut consommer à tous les jours. Entre autres, mes amis producteurs de lait, vos 2 portions de produits laitiers sont encore là. Ça, c'est un consensus international de scientifiques de tous les pays qui se sont rassemblés, pas pour parler d'une diète, je suis allergique à ce mot-là,
OK, un mode d'alimentation méditerranéen qui demeure d'un point de vue scientifique, selon l'American Heart Association et l'Organisation mondiale de la santé, la meilleure façon de se nourrir. Donc, bien sûr, la viande rouge est là aussi. On va vider tout de suite le sujet, OK? Vous l'avez toutes vu, hein, la publication de cet automne. Certains m'ont peut-être entendu à l'épicerie aussi. La consommation de viande rouge, là, elle ne va pas disparaître. Bien au contraire. Elle demeure importante. Mais elle demeure importante dans sa qualité et sa fréquence. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on a des jeunes qui mangent de la viande rouge transformée 3 fois par jour. Bien sûr qu'ils vont être malades. Mais les gens qui se font plaisir 1 à 2 fois par semaine avec la consommation d'un bon steak, de filet mignon, de qualité, produit chez nous, il n'y en aura pas de problème. Puis peut-être que même on va augmenter dans le futur un petit peu cette quantité-là à la lumière de l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure et qui vient de chez nous. Les gâteries, hein, c'est sûr, gâterie, j'aime pas ce mot-là non plus parce qu'il y a un enfant l'autre jour qui me dit à la clinique, il dit « je suis pas un chien ». Mais j'ai dit « ben il faut encore se faire plaisir, mon ami ». Alors, si tu manges de façon plus saine sur une base générale, bien, il n'y a pas de problème. Tous les enfants de ma clinique ont fêté l'Halloween. Ils vont tous fêter Pâques, Noël, toutes leurs fêtes culturelles respectives. Donc, il n'y en a pas de problème à se faire plaisir. Donc, moi, je ne représente aucune diète, aucun mouvement alimentaire, aucun régime. Je représente la santé auprès des jeunes. Donc, cette pyramide-là, je pense que c'est important qu'elle ait accès au Québec. Elle est internationale et elle fait la promotion de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez offrir de mieux aux Québécois et aux Québécoises. Je vais finir l'histoire de la viande rouge, en fait. Ce qui est important de revenir, c'est que, effectivement, ce que vous avez vu dans les médias, la grosse publication du Lancet, Monsieur Dr. Johnson, ça faisait 2 fois dans sa carrière qu'il se faisait pogner, qu'il ne divulguait pas ses conflits d'intérêts. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, monsieur avait été pris à l'époque dans des représentations scientifiques pour l'industrie du sucre et là, revenait à la charge avec les producteurs de bœuf américains, mais d'une façon qui était un petit peu anormale et pour laquelle il n'avait pas divulgué ses conflits d'intérêts. Pour ce qui est de l'étude comme telle, elle n'avait pas de validité scientifique. Elle était basée sur des opinions d'experts qui ne suivaient pas nos règles habituelles. On a même demandé aux chercheurs, « Toi, tu vas-tu en manger encore de la viande rouge? » Ben oui. Moi, si vous me demandez la même chose, je vais dire la même chose. Mais ce n'est pas avec ça qu'on écrit la science, qu'on traite une population. Donc, très peu de temps après, le British Medical Journal a publié une vraie étude cette fois-ci, avec plus de 100 000 patients, une étude qui était américaine, exempte de tout biais, qui disait « On peut en manger de la viande rouge 1 à 2 fois par semaine sans aucun risque, mais si vous la transformez en hot dog ou autre chose, bien là, on a un problème, puis oui, vous allez augmenter les problèmes cardiaques. » Donc, voilà. 2 autres sujets que j'ai réussi à remettre sur une seule diapositive et pour laquelle ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Que penser du véganisme ou du végétarisme ou du végétalisme en 2020? Bien, ça peut effectivement constituer un mode de vie sain s'il est accompagné par des professionnels. C'est vrai, on peut pas le nier, OK? Mais pour reproduire un mode de vie sain parfait, selon les règles de l'art médicaux et scientifiques, bien, ce n'est pas ici qu'on est capable de le faire.
ceux qui ont une protection cardiovasculaire d'un mode de vie comme celui-là, ils sont en Inde, ils sont au Bangladesh, et c'est uniquement la classe supérieure qui a accès. Donc, chez nous, c'est un peu difficile. Puis c'est un peu difficile parce qu'il y a des sectes, il y a des intégristes de ces nouveaux mouvements alimentaires-là qui, vous savez, au Québec, là, on a perdu, oui, un peu de notre culture à travers le temps, puis ça change énormément dans nos valeurs. Tu sais, nos grands-mères, nos grands-pères ont été remplacés par des blogs auprès de la nouvelle génération de parents. Donc, les gens se fondent beaucoup plus sur qu'est-ce qui est véhiculé dans ces blogs-là que sur l'expérience familiale ou sur la science. Donc, c'est très, très, très difficile, même pour nous, puis vous l'avez peut-être entendu, certains à Paul Arcand il y a 2 semaines. C'est difficile parce qu'on ne peut pas défaire des croyances aussi intégristes que celles qui habitent certaines familles. C'est comme les vaccins, c'est la même chose. Donc, mais ce n'est pas ça qui va sauver l'épidémie d'obésité au Québec, soyez rassurés, et ce n'est pas ça qui va soigner nos maladies chroniques. C'est beaucoup plus un régime qui va être balancé, une forme d'alimentation qui va être diversifiée et qui va être accessible à tous. Donc, ce n'est pas supérieur, bien sûr, à un mode plus méditerranéen. Encore là, ne pas confondre avec une diète méditerranéenne, mais bien un mode d'alimentation méditerranéen. Qu'est-ce qu'on doit penser des protéines végétales transformées? Bien, écoutez, encore là, je ne comprends pas qu'on soit capable de vendre ce produit-là au Canada. Parce qu'avec les évidences qu'on a à l'heure actuelle, ces produits-là sont très dangereux pour la santé des Québécois et des Québécoises. Ils contiennent une multitude d'agents pro-inflammatoires, c'est-à-dire qui peuvent causer éventuellement à la fois de l'inflammation, de l'enflure dans le système, mais aussi des problèmes de cancer. Donc, je suis un petit peu mal à l'aise avec le fait que le Canada laisse de tels produits entrer le marché canadien. Ça vous montre la force du commerce, bien sûr. Les liants, les autres produits, les texturants qui sont utilisés pour avoir des textures qui plaisent et des goûts qui plaisent aux consommateurs, bien, c'est souvent des glucides. Mais tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est les glucides qui rendent nos enfants malades parce qu'ils sont consommés en trop grande proportion et beaucoup trop transformés. Donc, transformé est synonyme pour moi d'obésité, de maladie chronique. Donc, est-ce que je suis inquiète des protéines végétales transformées? Pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi vous le seriez. Est-ce que je suis inquiète des mouvements intégristes, véganes ou végétariens? Non, pas du tout. Vous ne devriez pas l'être non plus. Donc, comment tirer l'épingle du jeu? Comment apporter aux Québécois la santé? Bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Ah oui, je trouvais ça important de vous dire aussi, parce que moi, j'aime le bacon, hein? Mais est-ce que je vais manger une livre de bacon à tous les jours? Bien sûr que non. OK? Est-ce que ça fait maigrir? Oui. OK? La diète cétogène va faire maigrir sur une période assez courte, 6 mois à 1 an. C'est tellement la mode. Mais ce n'est pas une nouvelle mode, hein? C'est juste la reproduction de Montignac. Vous vous souvenez tous de Montignac, de Atkins. Les 2 gars sont morts de leur régime. OK? Il y en a. Puis les 2, c'est des mortalités qui s'est attaquées à leurs artères. Bien pire que ça, je vais vous dire pourquoi moi je fais ce job-là aujourd'hui. Mes 2 parents ont fait un infarctus à 40 ans. Les autres de ma famille sont toutes morts sur le boule, le tracteur, le pépine dans le cours, OK, avant 50 ans. Donc, bien, ils mangeaient tout le livre de bacon par jour, OK? Est-ce que j'en mange encore? Oui. Puis j'ai passé l'âge de la mortalité de ma famille, donc... Mais tout ça pour vous dire que c'était tellement rendu une folie furieuse mondialement, là, pas juste ici,
que mes amis de l'Association nationale de lipides américaine ont été obligés d'émettre un énoncé qui tient compte de cette nouvelle tendance-là mondiale et qui dit « Attention, vous voulez perdre du poids? Fine. Vous le faites sur 6 mois, 1 an. Mais si vous dépassez ça, vous allez vous encrasser les artères, causer des bouchons, puis vous allez tout péter aux frettes. » Donc, attention de ne pas aller dans cette direction-là en disant, pour certains d'entre vous, « Ah, bien, notre marché va être favorisé. » Donc, il faut faire attention avec tout ce qui est mode. Ma petite histoire de lait au chocolat. C'est une histoire qui est inspirée par Charles Scriver puis Arnold Steinberg. Je trouvais ça important de vous en parler ce matin parce qu'on peut amener l'industrie à changer. Moi, un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est avec mes cousins et cousines quand on allait nous autres mêmes essayer de traire les vaches puis de remplir notre verre de lait. OK? On ne ferait plus ça à cette heure. Avec l'aseptisation puis les fermes modernes, il y a eu une transformation extraordinaire. Bien, il y en a une aussi à faire pour l'industrie du sucre, puis qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux à nos enfants autour de la table. Donc, en 2013, j'ai rencontré une des vice-présidentes de Saputo, Mme Sandy Vassiadis, qui est quand même une femme assez dure et très connaissante dans son domaine. Et je voulais lui parler des projets des cliniques 180. La première question qu'elle m'a posée après tout mon laïus de 25 minutes, « Qu'est-ce que tu penses du lait au chocolat? » Bien, je ne m'attendais vraiment pas à ça comme question. J'ai dit, bien, ça reste la meilleure boisson de récupération pour un athlète, mais j'ai dit, c'est sûr que si mes petits-enfants dans ma clinique à 12 grammes de sucre par jour, je leur donne 2 laits au chocolat par jour, bien, je ne vais jamais en venir à bout de mon épidémie. Elle dit, t'es pas contre? J'ai dit, ben non, je ne suis pas contre, mais j'ai dit, c'est la façon, puis l'occasion, puis quand est-ce qu'on en prend qui est important. Elle dit, c'est correct. Finalement, on a eu notre réponse favorable, puis ils ont décidé de nous aider, puis ils ne nous ont jamais brimés dans ce qu'on avait à dire par rapport à l'industrie ou qu'est-ce qui pouvait améliorer la santé des enfants. En 2019, bien, leur lait au chocolat, ils m'appellent il n'y a pas longtemps, puis ils me disent, « Hey, t'as-tu vu? On a baissé notre sucre dans nos boissons de lait au chocolat. » J'ai dit, « Bien, je ne peux pratiquement pas croire que je vous ai inspiré pour ça. » Elle dit, « Bien, quelque part, oui. » Pourquoi je fais le lien avec Charles Scriver et Arnold Steinberg? Tout le monde se souvient des magasins Steinberg. Puis cet homme-là avait accepté que Charles Scriver, un pédiatre, un grand pédiatre de Montréal, un chercheur en parallèle, avait demandé à son grand chum, « Tu pourrais-tu mettre de la vitamine D dans le lait des enfants? » Puis grâce à ça, bien, il avait éradiqué complètement le rachitisme au Québec. Donc, il n'y avait plus de maladies, du rachitisme, de retard mental et de problèmes de santé secondaires à ça. Donc oui, l'industrie, elle peut se transformer pour le mieux, puis elle peut apporter aussi des solutions pour la santé des gens. Bien se nourrir en 2020, c'est avoir moins de ce qu'on appelle des food swamps, okay? Des dumps alimentaires près de nos écoles, près des enfants. J'ai eu, à un moment donné, à pratiquer dans les Laurentides, dans un hôpital, puis sérieusement, là, je ne pouvais pas trouver aucun accès santé autour de l'hôpital. Le pied carré est 100% vendu à l'industrie transformée. Le seul marché, d'ailleurs, il est comme à l'extérieur, il est quasiment, j'allais dire le nom de la ville, là, je ne le dirai pas, mais tu sais, c'est vraiment au moins 20 km à l'extérieur. Donc, il y a place à amélioration pour aller vers des marchés, puis j'étais contente de le voir dans votre rapport, les marchés de proximité, il doit y en avoir plus. On appelle ça dans notre jargon, puis c'est de plus en plus populaire, des déserts alimentaires. À travers mes 10 années de pratique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, j'avais des petits jeunes que j'avais de la misère à apporter une offre alimentaire différente dans leur assiette. C'est inacceptable dans notre Québec. On devrait avoir accès à tous nos meilleurs produits à proximité de tous les Québécois et les Québécoises. Ça, c'est avec ma vieille mère qui a survécu à son infarctus à 40 ans.
essayer d'y expliquer comment elle pouvait apporter plus de saveurs, plus de couleurs, plus de diversité dans son assiette au marché Jean Talon. Mais ça en prend plus de gens comme moi, bénévoles. Je pense que je suis la seule médecin spécialiste bénévole au Québec pour cette cause-là. Donc, ça me permet de vous dire ce que je pense. C'est quoi bien se nourrir? Puis on finit avec cette diapositive-là, puis après ça, je pourrai répondre à vos questions. Bien se nourrir en 2020, c'est pas suivre de diète. OK? C'est pas être dans un mouvement nutritionnel radical. C'est diversifier l'offre alimentaire, donc l'assiette. C'est cuisiner local, c'est cuisiner collectif. On a plein de jeunes retraités qui se tournent les pouces au Québec. Ces gens-là devraient être impliqués dans nos écoles, faire des cours de cuisine. Les clubs des petits déjeuners, là, ça ne devrait pas être les gens qui sont là, qui sont près de nos enfants. Ça devrait être vous tous, l'UPA et tous les gens qui constituent l'Union des producteurs agricoles du Québec. Pourquoi? Parce que même si quelques-uns d'entre vous contribuent à ce mouvement-là du Club des petits déjeuners, bien malheureusement, moi, dans ma clientèle à Montréal, 100% de ceux qui reçoivent ces déjeuners-là dans ma clinique souffrent d'obésité quand même assez sévère. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi Kellogg, puis il y a aussi d'autres gens autour de la table comme Tim Hortons et d'autres qui fournissent les déjeuners des enfants. Fait qu'allez pas penser que ce sont les aliments sains que vous pouvez offrir qui se retrouvent dans les écoles. C'est des barres tendres, c'est des produits transformés, c'est des muffins, c'est des céréales sucrées. Innover. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un petit SMAT ici qui n'a pas encore pris tout l'excès d'hydroélectricité du Québec qu'on veut vendre aux Ontariens, là, puis qu'on ne réussit pas à vendre pour faire des serres qui fonctionnent à l'année, que les enfants peuvent aller faire des classes vertes dans ces endroits-là. Moi, ma vie est courte, puis je suis pas mal occupée, je ne ferai jamais ça, mais il y en a certainement d'entre vous qui peuvent le faire et convaincre les bonnes personnes de le faire. Manger en famille. Ramener le plaisir autour de la table, visiter les marchés, accessibilité pour nous tous, en fait, dans les déserts alimentaires dont vous allez entendre parler de plus en plus, éduquer les enfants au plaisir de l'agriculture de chez nous. C'est important de retenir ça. Dans ma clinique, là, j'ai 65% d'immigrants de première et deuxième génération. Ils ne sortent jamais de l'île de Montréal, ils ne verront jamais vos terres, ils ne verront jamais vos fermes. Comment on peut les amener à collaborer à ce projet-là? J'ai peu de doute que ça puisse fonctionner. Et en plus, ils sont malades. Ils sont déjà malades. 30% de nos enfants sont malades. Alors, la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est où sera votre relève? Parce que votre relève, elle sera malade et invalide. Donc, il faut encourager nos producteurs locaux, c'est bien sûr, avoir une offre diversifiée et une qualité qui est reconnue mondialement. À mon humble avis, c'est l'avenir de bien se nourrir en 2020 et c'est aussi la façon de lutter contre l'épidémie d'obésité infantile qui sévit au Québec. Merci. Merci. Je suis sûr que vous avez quelques questions pour Mme Saint-Pierre. Alors, je vais vous demander d'aller au micro, puis de vous nommer, puis de poser votre question. Alors, micro numéro 3. Je suis Alain Laroche. D'abord, félicitations pour votre présentation. Je ne sais pas où vous avez été chercher l'oxygène pour nous en présenter avec autant de gratitude. Comment on devrait faire, nous, le monde agricole, pour en élever d'autres de votre genre? Moi, je pense juste à une chose, hein, avec mes négociations qui vont plutôt mal avec le premier ministre puis le ministère de la Santé, j'ai hâte de prendre ma retraite sur une bonne terre, mais donc, blague à part, c'est pas vrai hein, que je suis toute seule, on est beaucoup. Il y a 225 pédiatres, il y a récemment, j'ai eu l'appui du Collège des médecins du Québec, de la Fédération des médecins omnipraticiens, des diététistes du Québec,
de tous ces gens-là que je vais aller présenter la semaine prochaine au ministère de la Santé, mais qui n'est pas écouté, je vous dirais, à l'heure actuelle. On a écrit au premier ministre dans Le Devoir il y a bientôt 2 mois. On n'a toujours pas de réponse. Je ne pense pas qu'on va en avoir. Mais oui, il y en a d'autres. Puis il y a plein de gens qui sont intéressés à éduquer les familles, à redécouvrir les plaisirs de la table, puis avec des produits diversifiés qui viennent de chez nous. Mais malheureusement, on n'a pas le support gouvernemental pour y arriver. Mais soyez assurés que vous allez avoir le nôtre. Merci. Oui, micro numéro 1. René Roy, président des éleveurs de porc de la Beauce. Merci pour votre éloquent discours au niveau de ce qu'on peut, de ce qu'on peut manger, de ce qu'on doit manger aussi, parce que je pense que c'est important aussi que ça soit équilibré, puis vous l'avez exprimé. Au niveau des alliés qu'on peut aller chercher dans le domaine alimentaire, lorsque des producteurs s'en vont sur la place publique et qui disent « Regardez, notre produit, il est sain, il est bon », il y a toujours le côté, le consommateur qui dit « Ah, il y a un biais parce qu'il y en vend », alors que c'est des produits qu'on consomme. Au niveau des diététiciens, des diététiciennes, j'ai l'impression des fois qu'il y a des dogmes aussi qu'on doit faire tomber. Ouais. Est-ce qu'en tant que producteur et productrice, on a des alliés à aller chercher un peu plus dans le domaine médical ou dans le domaine de la diététique? Absolument. Puis notre travail à nous, c'est de nous inviter plus souvent, mais c'est aussi que, comme vous, on a dû sortir sur la place publique, puis il y en a d'autres comme moi qui doivent le faire de plus en plus. En Beauce, il y a Dr Marie-Ève Marcotte qui fait la même chose que moi, qui est une passionnée, qui a commencé à traiter des enfants là-bas aussi. C'est d'amener ces gens-là avec vous à donner leur juste, quel est l'équilibre à atteindre dans l'assiette. Nous, on n'a pas le droit de vendre n'importe quoi à nos patients. On ne peut pas parler de diète ou de régime à nos enfants. C'est impossible. C'est interdit par notre ordre professionnel. Donc, on est toujours obligé d'apporter les meilleures évidences scientifiques. Puis, moi, j'ai le droit de dire dans mon bureau, « Ah, cette semaine, vous allez essayer de faire un filet de porc pour votre souper de famille, puis il est en spécial à telle place, puis vous allez faire découvrir ça à vos enfants, puis c'est pas dans leur culture du tout, ils viennent d'ailleurs, puis finalement, ils vont aimer ça. » Donc, oui, il y a ça. Il y a aussi tout l'aspect culinaire, hein, les compétences culinaires des Québécois, des Québécoises est en déclin. On est toutes pressées, on est toutes à la course du matin au soir. Moi, j'ai 3 enfants en plus de tout ce que je fais. Je vire folle comme tout le monde. J'ai boîte à lunch au travers de ça. Fait que c'est de ramener des outils, de collaborer sur des outils. Moi, ça fait 5 ans que je cherche des gens pour faire un livre de recettes, pour être capable de donner ça, pas de faire du commerce, là, de donner ça à des familles qui ont besoin d'assistance pour apprendre à cuisiner. Bien sûr, on veut utiliser les aliments du Québec, on veut utiliser les compétences internationales des immigrants qui arrivent chez nous puis qui comprennent absolument rien à quoi acheter à l'épicerie, puis si vos produits sont meilleurs qu'un autre. Donc, on est vraiment... On a à travailler des projets de société-là communs, puis c'est beaucoup ce que Michelle Obama m'a appris, même si je ne l'ai pas rencontré. Et j'aurais aimé ça. Mais l'industrie du sucre m'a empêché de le faire à Montréal et à Québec. Donc, tout ça pour vous dire, elle m'a appris qu'on peut faire des partenariats très gagnants en interdisciplinarité, mais aussi à travers différentes associations ou regroupements de gens qui ont à cœur la santé des gens. Micro numéro 2. Bonjour, mon nom est André Marleau de la Montérégie. Moi, j'ai la chance, comme producteur ambassadeur, d'aller dans les écoles, de parler à nos jeunes du secondaire où ils viennent nos produits agricoles. Et je vous transmets la question qu'ils me posent à chaque fois. Est-ce qu'on doit continuer à manger des produits qui viennent de l'extérieur? Et ces jeunes-là sont très, très sensibles à l'environnement. Oui. Alors,
Que dois-je leur répondre venant d'une spécialiste? Moi, ma seule religion là, véritable, là, c'est la promotion du Québec en alimentation. C'est pour ça que je suis touchée d'être ici aujourd'hui. Puis oui, vous devriez leur dire que c'est inacceptable de penser qu'on ne peut pas être autonome dans la production d'aliments sains ou d'aliments diversifiés à longueur d'année chez nous. Et moi, je donne beaucoup d'espoir en cette génération-là qui ont effectivement été chercher cette préoccupation-là environnementale. On a un paquet de petites Greta et Greta dans nos écoles et c'est intéressant. Il ne faut pas perdre de vue que les changements climatiques aussi ont un impact important sur la qualité de ce qu'on produit. Il y a une étude australienne qui a fait un peu le tour un peu partout puis qui nous a amené des données inquiétantes. 30 de nos animaux sont obèses, donc sont aussi inflammatoires, sont aussi un peu de moins bonne qualité qu'il y a 50 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité ou aussi la santé de nos aliments? Donc, je crois, oui, effectivement, que l'avenir là, pour nos jeunes, mais il faut les sortir de leurs écoles. Il faut leur permettre d'avoir des ateliers qui les ramènent près des terres, des fermes. Puis, je veux dire, c'est impossible qu'au Québec, on ne fasse pas ça, là. Vous avez vu l'étendue de notre terrain. C'est un beau terrain de jeu pour apprendre à des jeunes à devenir 100% autonomes. Merci. Micro numéro 3. Oui. Bonjour. Félicitations pour votre conférence. Vraiment, j'ai adoré. Marie-Chantal Houd, productrice de lait de brebis et fromage. Ça fait écho un peu à ce que monsieur vient de mentionner. Dans le fond, comment vous voyez la mondialisation? Bon, vous avez répondu à ma question. Mm-hmm. Comment vous voyez, c'est quoi votre opinion face à Santé Canada, mais surtout à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, quand on nous ressasse toujours qu'il faut avoir confiance en notre système d'inspection des aliments canadien? Je suis loin d'être une experte de ça, mais je peux vous dire que pour avoir participé, OK, c'est vraiment microscopique ce que j'ai fait l'année passée avec mes gars au Lac-Saint-Jean, OK? Mais on a transformé la bleuetière de mon cousin en bio. Je peux vous dire là, que ça a été un cauchemar. Sérieusement, je ne pensais pas que c'était aussi fou que ça, toute la réglementation qui entoure juste une petite facette de votre industrie, là. Donc, c'est clair que, je me connais moins un petit peu dans votre domaine, mais par la famille, on a quelqu'un qui produit aussi la même chose que vous là, dans le coin de Kamouraska. Puis, je peux vous dire que, en tout cas, comme consommatrice, j'ai jamais douté de la qualité qui m'était offerte. Mais ce que j'entends dire, c'est qu'effectivement, le contrôle et ce qu'on vous demande est extrêmement exigeant. Donc, comment on peut trouver un équilibre? En fait, je travaille beaucoup avec les Français, puis je suis allée quelques fois cette année, et je me rends compte qu'ils n'ont pas du tout le même contrôle de qualité que nous autres. Hein? C'est là ma petite expérience, puis je peux vous dire que ce qui a rendu malade les Français, puis l'épidémie d'obésité qu'on voit là-bas, maintenant, ils ont été déclarés cet été comme tout le reste du monde, là, d'ailleurs. Donc, c'est pas ce qu'ils mangeaient de leurs produits locaux, de leurs super fromages, comme les nôtres, qui sont très bons aussi, mais c'est l'introduction des produits transformés, puis des sucres liquides, puis tu sais, le petit français, là, c'est de la pizza le matin, un hamburger avec des frites le midi, une barre tendre l'après-midi en arrivant de l'école, puis le soir, bien, on mange des patates avec d'autres choses qui est ultra transformées. Donc, vous voyez, hein, c'est épouvantable, là. C'est ça qui les a rendus malades. C'est pas les produits du terroir qui sont beaucoup moins contrôlés que chez nous. Merci, Marie-Chantal. Micro numéro 2. Bonjour, Hélène Campbell, Montérégie. Je suis enchantée de votre conférence. J'espère que mon mari va allumer parce que j'ai beau dire fais attention, il ne m'écoute jamais. Bon. Il est-tu cétogène? Non. Non. Il mange tout le dessert que je ne mange pas. Moi, je suis déclarée diabétique depuis l'année passée. Oui. Je suis malheureusement hypothéquée d'une génétique
qu'est-ce qu'on fait contre les maladies génétiques, le diabète génétiquement? On Le est, type on 1? est porteur. De type 2, mais ça fait 35 Ouais. ans que je suis au régime, puis c'est arrivé pareil. Bon. Ça Bien, fait parce que vous avez été élevé comme moi, avec une génération de parents qui... c'est intéressant, hein, l'histoire du sucre, c'est que le diabète de type 2, on sait qu'il vient à la base de produits sucrés. Mais là, vous me dites, je ne mange pas de sucre. Mais vous mangez des glucides, vous avez mangé des pâtes, des patates, du riz, des pizzas, des choses comme ça, beaucoup d'aliments qui ne sont pas de grains entiers, puis qui ont été blanchis ou transformés, des croissants, comme on a vu tantôt, des muffins. Et ces choses-là, on ne se méfie pas. Puis on a le droit à 25 grammes de sucre, nous, les femmes, par jour. Puis on en consomme en moyenne 180 à 250 par jour. Donc, il faut aller chercher cette portion-là. J'ai des gens qui ne mangent pas de dessert et qui ont leurs 200 grammes de sucre par jour. Donc ça rend malade. Ça rend le pancréas malade. Et ce qu'on veut, c'est, chez nos générations à venir, c'est prévenir vraiment changer cette habitude-là. Puis cette habitude-là, elle vient de nos mères puis nos grands-mères. Je suis désolée, puis de mon arrière-grand-mère. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Les gens ont recommencé à vivre, le sucre était facile à avoir, puis tout le monde, c'était un signe de bien-être d'en avoir. Ça a un pouvoir addictif, ça a un pouvoir calmant. Hein? On endort les bébés dans les pouponnières avec du sucre pour les piquer sa tête. OK? Donc, c'est sûr qu'on a une dépendance sociétale à ça le diabète de type 2, là, oui, c'est génétique, mais il y a 150 gènes qui régulent ça. On n'aura jamais de pilule miracle pour ça. C'est impossible. La seule chose qu'on peut faire, c'est travailler sur notre environnement alimentaire. Oui, bouger, mais ça, c'est un mythe. Pour dépenser 250 grammes de sucre par jour, là, vos enfants, il faut qu'ils courent 10 heures par jour. C'est pas possible. Puis qu'est-ce que l'industrie fait? Elle va commanditer un athlète qui se dépense à 4 500 calories par jour, puis que lui, ben oui, il peut bien en prendre comme il veut. Mais regardez, là, des produits transformés, puis de la liqueur, puis du jus, puis des affaires comme ça, quand tu arrêtes de jouer au hockey, même si tu deviens vegan comme mon ami Georges, tu vas prendre du poids. On a fait un défi sportif ensemble. Là, il y a eu de la misère à le finir cet automne. OK? Voilà. Donc, Bon. il y a moyen de jouer sa génétique. J'ai un deuxième commentaire, si vous me permettez. Rapidement, parce que là, Oui. j'ai encore 6 questions. Puis Vous avez parlé des déjeuners à Oui. l'école. Je trouve ça déplorable, ce qui est servi. Les croissants tous les jours, les céréales vides. Moi, j'ai été élevée avec de la galette sarrasin puis du gruyot, puis des œufs. Oui. Fait que je comprends pas qu'ils peuvent servir des cochonneries comme ça aux écoles. C'est un milieu d'éducation. Ils ont reçu des millions du gouvernement précédent pour être capables C'est de déjà nourrir les poison enfants. mortel, puis les parents se déresponsabilisent. Là, ils ne servent plus de déjeuner à la maison, ils servent à C'est le l'école. commerce. Le commerce, madame. C'est Écoutez, puissant, là, le c'est commerce. rendu que les dîners vont être servis à l'école. Ça n'a pas d'allure. OK. Là, regardez, je suis obligé de contrôler le temps. Il nous reste 5-10 minutes maximum là, avant de la journée pour le dîner. J'ai encore 5 intervenants. Fait que je vais prendre je vais prendre 3 questions, puis après ça, 2 questions, puis on va terminer. Donc, on va Je répondre. vais parler vite. OK. Le micro numéro 4. Bonjour, moi, c'est juste un commentaire par rapport à l'éducation des enfants. Stéphane Sans Façon de la Naudière. Moi, chez nous, je reçois à peu près 4 à 5 groupes d'écoles qui viennent visiter chez nous. Moi, je ne charge rien. Ils sont bien contents. Puis, dans la commission scolaire, vu que ça n'a pas d'affaire avec ce qu'ils apprennent à l'école, ils défraient les coûts pour les autobus. Ouais. Je pense que ça va être quelque chose à regarder avec les commissions scolaires. Puis présentement, nous, on travaille avec la commission scolaire des affluents, où ce que je suis. Puis à partir de l'année prochaine, on va faire des jardins dans les écoles que les étudiants vont aller cultiver, planter et récolter. Mais durant l'été, on va avoir du monde qui vont être là pour s'occuper des jardins parce que les étudiants ne sont pas là l'été. Puis ça, c'est prouvé scientifique que ça marche. OK? Puis que ça amène les jeunes à mieux manger. Conscience. Ça développe la conscience chez les jeunes. Oui, C'était bravo. juste, OK. c'était juste mon commentaire. Bien, Bravo. merci. On en veut plus. Micro numéro 6. Oui, bonjour.
Josiane Desjardins, journaliste à La Terre de chez nous. Je suis aussi collaboratrice au magazine La Semaine, dans la section Bien manger. Votre conférence est vraiment très pertinente. J'aimerais vous poser une question concernant la recommandation. Vous dites que vous avez parcouru les sous-sections du nouveau guide alimentaire canadien. Parmi l'une d'entre elles, on a celle de consommer plus souvent des protéines végétales. Donc, je voulais avoir votre avis et aussi votre interprétation de cette recommandation-là. Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'est pas bon. D'un point de vue nutritionnel, c'est une protéine végétale sous sa forme naturelle. C'est bien certain qu'elle a des propriétés, elle a des fibres, elle a, oui, bien sûr, beaucoup de glucides, mais tous ces glucides sont bouffés par les fibres qu'elles contiennent. Donc, oui, sous sa forme pure ou non modifiée, ça demeure un excellent choix. Mais quand on parcourt... en fait, c'est qu'il y a de la place pour tous et que, oui, ça va être introduit parce qu'on le sait très bien, dans le futur, il n'y aura pas assez de bouffe pour tout le monde. Donc, bien sûr, il faut l'adapter. Moi, ce que je fais, juste pour vous faire sourire, c'est que j'ai redécouvert la recette de lentilles françaises, mais je mets du lard-maigre dedans un petit peu, puis là, je rajoute plein de légumes dedans. Puis c'est très bon, puis c'est plein de légumes, puis c'est une bonne protéine végétale. Mais je ne la modifie pas, puis je ne la passe pas dans le blender pour que mes enfants l'aiment. OK, très bien. Merci. Mais, on va prendre 2 questions au micro numéro 2. Vos 3 dernières questions, puis elle va terminer avec le commentaire final. André Roy, Fédération des producteurs forestiers du Québec. Je me demande, moi, si on insiste assez sur le fait qu'on ne fait pas assez d'exercice. Moi, pendant 30 ans, je me suis littéralement gavé de 4 à 5 000 calories par jour. Et je réussissais à perdre du poids. Ce que je ne peux plus faire aujourd'hui parce que je suis un peu vieux. Mais moi, je pense que je mangeais ce que je voulais, n'importe quoi, puis je réussissais à perdre du poids. Donc, moi, je pense qu'on n'insiste pas assez sur cette notion-là d'exercice. Comme je vous disais, là, c'est qu'on est face à des jeunes qui sont, ou des familles, des adultes aussi, qui ont 150 molécules génétiques différentes dans le système qui expliquent leur facilité à prendre ou à perdre du poids ou à maintenir un état de santé cardio-métabolique. OK? Donc, il y en a, c'est vrai, qui sont sensibles à l'activité physique, mais il y en a très peu. OK? Ce qu'on veut, bien sûr, je suis une des promotrices d'activité physique, j'en ai fait toute ma vie, je vais en faire jusqu'à ma mort, mais mes enfants aussi. Mais ce n'est pas ça qui va améliorer uniquement la santé de nos enfants, c'est aussi ce qu'il y a dans leur assiette. Peut-être aussi, c'est parce que tu as une chargeuse maintenant. Oui. Bon, là, on a un spécimen, oui, là, oui. madame. Il va vous expliquer. Lui, il n'est pas capable de prendre de poids. Vas-y. Ouais. Pierre-Maurice Gagnon, moi, je suis président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, mais on a un point commun, madame, on reste tous deux de la même région du Saguenay. Puis moi, je suis comme mon chien, là, je reste maigre de même, puis lui, mon chien, là, l'été, je ne le tombe pas parce qu'il a l'air fou. Puis moi, je me déshabille pas trop souvent devant ma blonde parce que j'ai des plaintes. J'ai des reproches. Fait que, regardez. Mais ma question n'est pas là parce que j'ai toujours travaillé en forêt. J'espère. Ma question n'est pas là. J'ai toujours travaillé en forêt, puis je travaille encore en forêt de temps en temps, assez souvent, samedi et le dimanche. Mais je regarde tous mes confrères, mes chums, mes neveux, parce qu'on est d'une région forestière, vous le savez. Ils sont tous des multifonctionnels, des camions, des transporteurs. Ils sont tous gras avant d'embarquer sa machine. Hein? Ils n'ont pas une place qui maigrissent. Hein? Ils ont bien de la misère. Hein? Avant ça, les bonhommes dans le bois étaient tous maigres, mais là, c'est les pauvres, eux autres, qui ont de la misère en baptême, ça, je vous le dis. Surtout, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a beaucoup de forêts publiques, ça fait beaucoup de machines. C'est ce qu'on peut faire avec ce monde-là. Merci. Bon, je ne répondrai pas à ça tout de suite. Je prends la dernière question. On va prendre la facile en premier, puis on vient à l'autre. La dernière question, puis on termine avec le mot de la fin. J'espère que la mienne sera plutôt facile. Jean-François Ridel, Montérégie, producteur de grains. Dans votre exposé, dans le premier quart, vous avez parlé des gens en Asie. Je crois que vous avez fait mention aux gens du Bangladesh. Je n'ai pas compris la nuance que vous voulez amener. Est-ce que ce sont des gens qui ont une génétique particulière? Bien, c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même génétique, mais pas non plus la même épigénétique aussi. Hein? Et ça, c'est un autre phénomène à travers lequel on peut avoir des modifications de nos gènes là, selon les environnements qui sont autour de nous.
Et les Indiens, les gens du Bangladesh également, ceux qui respectent une diète végétarienne stricte, mais c'est clair que c'est pas monsieur, madame, tout le monde, là, parce qu'ils n'ont pas accès à la qualité, parce que ça coûte cher. Mais je comprends pas. Ces gens-là sont protégés d'un point de vue cardiaque. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que on n'est pas capable, on ne peut pas vendre un régime végétarien parfait au Québec parce qu'on n'a pas accès à ce qu'eux ont accès comme choix de produits dans la classe supérieure là-bas. Donc, c'est des gens qui sont trop bien nantis, puis on ne peut pas les comparer. Fait qu'il faut les sortir du modèle. C'est ça que ça veut dire, scientifique. Est-ce que c'est plus clair? Ben, si je peux, d'abord, ils ont une génétique un peu différente. Oui. Parce que c'est depuis Oui. des générations et des générations qui ont Oui. ce régime-là. Oui. Deuxièmement, ils ont accès à une panoplie de protéines végétales Oui. qu'on n'a pas accès ici. Oui, exactement. C'est ça. Puis pour Et revenir pour, à la forêt, bon, comment on fait pour améliorer, M. Gagnon? bon, bien, M. Gagnon, peut-être que vous C'est avez la pas question que j'avais retenue. Là. vous avez peut-être pas le défaut que les autres de ma famille, bien, tu sais, ça ne me gêne pas d'en parler, ils savent très bien, ils connaissent le défaut puis les qualités, ils sont bien généreux, mais quand ils débarquent du boule, là, la fin de semaine, là, ils vont pas jouer dans la forêt. Ils sont comme tout le monde, ils sont devant le télé, ils sont devant le téléphone, puis ils sont pas, le sommeil est moins bon, puis bon, on veut participer à plein d'affaires, puis à toutes sortes de soirées bénéfices, puis là, finalement, bien, on n'a plus le temps d'aller marcher, on n'a plus le temps d'aller travailler comme vous dans la forêt, puis c'est malheureux, c'est générationnel. Donc, je pense que vous appartenez, sans vous offusquer, à une génération qu'on voit de moins en moins. Ceci dit, vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez, parce que mon père a à peu près le même âge que vous. Il était gros de même quand il a fait son infarctus. Puis oui, comme l'autre monsieur de la Montérégie, il dépensait en même temps dans sa journée peut-être 4000 calories parce qu'il était tout le temps en train de courir d'un bord puis de l'autre. Donc, il était comme un athlète olympique. Fait que des athlètes olympiques dans la forêt, on en a de moins en moins parce que quand ils débarquent de leur machine, bien, ils sont là-dessus. Puis ça, c'est pas moi qui va les convaincre de faire autre chose. Alors, vous êtes une génération en déclin, hein, c'est ça? Bien, c'est comme les dinosaures sont en disparition. Là. J'aurais pas été jusque-là. Il dit c'est comme les dinosaures. Ils sont Là, il en m'agace, disparition. je peux y retourner l'appareil. Hein? Écoutez, ça a été vraiment très agréable, Dr Saint-Pierre, cette conférence-là, puis cet échange-là avec la salle. Je vous remercie énormément. Puis on a un petit cadeau qu'on voudrait vous donner avant de quitter. Puis je pense qu'on a... Moi, il y a un projet qui mijote, là, me semble, depuis tout à l'heure. Là. Vous parlez d'écrire un livre de recettes. Tu sais, il me semble qu'il y a un petit projet qui mijote, là. Oui. Ouais. Magali va vous remettre le petit cadeau.